on va, avec Mathilde Mathieu, revenir sur ces questions qui vous ont beaucoup habité, vous le rappeliez dans vos combats avec Vincent Peillon, la corruption, la vertu en politique, la 6e République, en vous soumettant une petite vidéo en introduction. François Fillon a quadruplé ses revenus pendant la période où il était député avec une société de conseil. Le problème, c'est qu'il gagne de l'argent ? Non, le problème, c'est qu'il ne met pas de manière transparente quels ont été ses clients. Mais on n'est pas obligé de soupçonner tout le temps tout le monde. Je ne pense pas qu'il faille forcément soupçonner M. Fillon. On vous a connu plus virulent sur ce genre de questions? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que nous sommes arrivés à un moment où le soupçon généralisé détruit tout. Mathilde Mathieu, l'ère du soupçon. Monsieur Montebourg, comme disait Edoui, on vous a connu flamboyant, tu as dit, en tout cas pourfendeur de la corruption, hein, comme jeune député à l'Assemblée, travaillant sur les paradis fiscaux et l'opacité, les tribunaux de commerce, l'impunité du président de la République, etc. Aujourd'hui, vous nous dites que les citoyens n'ont pas besoin de savoir quels sont les clients du député François Fillon qui a monté sa boîte de conseil et qui gagne visiblement beaucoup d'argent comme ça, si ce sont des établissements russes, des États étrangers, des dictatures, etc. Vous dites, on est dans l'ère du soupçon généralisé et les citoyens n'ont pas le droit à cette transparence-là? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'est pas mon rôle à moi. Parce que moi, François Fillon, je veux le combattre sur ses orientations politiques qui sont libérales brutales. Oui. Sur la santé, sur les fonctionnaires, sur l'austérité. Et ça demande beaucoup de pédagogie. Que la presse le fasse, c'est bien naturel. Et je trouve normal. Mais je ne vais pas, moi, candidat, demander des explications. Pourquoi? Parce que je ne suis pas chargé de ça. Je suis chargé d'apporter l'éclairage de l'opinion publique sur les orientations politiques qui dépendent de moi. Il ne dépend pas de moi. D'ailleurs, si M. Fillon ne me répond pas, que se passerait-il? J'aurais l'air d'un procureur sans moyens. Non, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans une grande partie de ma vie personnelle, politique personnelle. C'est que j'ai souvent utilisé l'appui des institutions. Jacques Chirac, je m'en souviens encore. Alain Juppé, j'étais jeune avocat. Et là, il y avait les moyens d'agir. C'est bien sûr à la presse de réclamer des informations à François Fillon, mais c'est aussi. Mais là, c'est un candidat, c'est Yannick Jadot. De modifier la loi, de proposer des réformes législatives. Moi, je suis favorable à ça. Ce que demande Yannick Jadot, il le demande vis-à-vis de François Fillon. Il n'a pas dit qu'il faut faire une loi pour demander à tout le monde d'eux. Moi, je trouve ça normal. C'est normal. D'ailleurs, il y a, après le scandale Cahuzac, d'ailleurs, qui a été, pour moi, justement condamné. C'était si grave que c'était presque un soulagement pour les Français de se dire, bah, finalement... Vous voulez dire la peine de prison? Oui, oui. Ferme, oui, je trouve que c'était normal. Parce que j'ai pas eu l'occasion de réagir, donc je vous le dis. Puis comme ici, vous avez participé au dévoilement quand même de ce qui a été quand même une imposture, je dois vous dire que je trouve ça normal qu'il y ait eu une peine assez lourde. Est-ce que le gouvernement a tiré suffisamment les leçons? Il y a eu une loi qui a beaucoup changé, puisque oui, ça a mis plusieurs milliers de personnes, je crois 4 ou 5 000 personnes sous contrôle, puisque maintenant même les fonctionnaires qui travaillent dans l'orbite gouvernementale, c'est-à-dire les directeurs d'administration centrale, je crois les membres de cabinet, sont obligés de déclarer, comme les hommes politiques. Et ça, c'est l'ère du soupçon généralisé? Quand vous dites ça, vous donnez l'impression de dire que c'est allé trop loin. Non, au contraire. Non, j'ai dit que ce n'était pas à moi de faire ce travail. Mais je ne peux pas tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Ça, vous faites votre boulot, je trouve ça normal. Je critiquerai jamais le fait que vous dévoiliez l'affaire Takedine, Big Malion, Cahuzac, Bettencourt et je ne sais quel autre. Trop de soupçons, ça veut dire que, par exemple, si moi je vous demande quels sont aujourd'hui vos revenus en tant que... je vous les donne, mes revenus, si vous voulez. Allez-y. Je gagne 4 000 euros par mois. mois. C'est quelle entreprise qui vous verse La mienne. Avec son chiffre d'affaires, qui est réalisé... C'est un chiffre d'affaires. D'ailleurs, je pourrais vous communiquer la liste de mes contrats, si vous voulez. J'en ai pas beaucoup. Vous êtes prêt à rendre public sur votre site je vais le faire. Les clients mais bien de sûr. la société Arnaud Montebourg? Bien sûr, je ne travaille pas avec un étranger. Moi, mon entreprise s'appelle les équipes du Made in France. D'accord. Voyez. Et elle travaille. Quels sont vos liens d'intérêt alors? Avec quelles entreprises? Mais je vous ferai mes déclarations d'intérêt si vous voulez, si c'est ça qui vous intéresse. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je trouve normal, quand on est candidat à l'élection présidentielle, de le faire. Mais je ne veux pas combattre politiquement sur ce terrain-là. Voilà. Parce que je trouve que ça fait diversion par rapport à ce que doit être le débat politique sur, par exemple, les orientations économiques. Par exemple, se battre sur la politique de l'austérité. C'est très difficile de faire comprendre
à la population, les orientations économiques et comment une politique budgétaire peut couler l'économie. Donc je veux garder mon temps de parole pour ça. Voilà. Mais du coup, vous parlez très peu de la lutte contre la corruption. J'ai regardé tout à l'heure vos propositions, celles qui sont sur votre site, La République Nouvelle, effectivement, mais le Montebourg qui parlait de supprimer la CJ, la Cour de justice de la République, qui parlait de l'indépendance du parquet. On l'entend plus, ce Montebourg-là. Or, on en a besoin. On en a besoin. Les affaires, elles sont partout. C'est Big Malion, c'est le Front National, etc. Madame Mathieu, premièrement, la Cour de justice de la République, qui est un scandale, dans mon projet de 6e République, elle est supprimée. Et d'ailleurs, je me suis exprimé dernièrement à l'occasion de l'affaire Lagarde et de la fameuse dispense de peine. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas très bien informé. Vous ne me suivez pas. C'est une fausse professionnelle de parler de vous avez toujours demandé, je parle de votre programme et de vos 20 propositions. D'accord. Et par ailleurs, on peut dire que le gouvernement n'est pas allé au bout sur la suppression de la Cour de justice de la République. Ils ne l'ont pas fait. C'est vrai, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle, à ma connaissance, et cela relève d'une réforme constitutionnelle qui fait partie intégrante de mon projet de 6e République. Il faut le rappeler, mais je préfère par le exemple, Point suivant. Vincent Peillon, par exemple, propose un casier vierge pour les candidats à toutes les élections. Emmanuel Macron, un casier vierge pour les ministres, etc. On ne vous entend pas sur ces sujets, ou plus. On ne vous entend plus. Ben, écoutez, ça fait partie de mon ADN. Alors j'ai l'impression, finalement, que ça va de soi. Pour moi, ça va de soi. Alors, la condamnation, écartée de façon définitive, vous savez que ça a été jugé comme étant impossible sur le plan juridique actuellement, des élus qui auraient commis des fautes et des écarts, par exemple, l'inéligibilité, par exemple, la vie, ça n'a pas été possible. Je crois qu'il y a eu une proposition qui avait été faite. Moi, je suis favorable à ça. Je pense que un casier vierge pour tous les candidats aux élections. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne savais pas que Vincent Peillon ou Emmanuel Macron proposaient ça. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a un casier vierge pour le patron du Parti socialiste. C'est une bonne idée. Je fais les sous-titres moi-même de mes propres questions. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Jean-Christophe Cambadélis a été condamné, vous savez, 2 fois. C'est vrai qu'on s'acharne souvent sur le mise en examen, mais il y a quand même des condamnés, quand même. Il y en a quelques-uns. Condamnés 2 fois. Condamnés 2 fois pour emploi fictif. Moi, personnellement, je vais vous dire, je trouve ça normal. Mais pour moi, ça va de soi. Normal qu'il ait été condamné, et donc normal... Non, condamné, je ne sais pas. Normal que la proposition faite par M. Macron, M. Peillon, aille de soi. Ça va de soi. En tant que socialiste, vous n'êtes pas fier d'avoir un premier secrétaire qui a été condamné 2 fois? C'est difficile, M. Plenel. C'est difficile de quoi, pardon? C'est difficile de... À votre avis, qu'est-ce qui est difficile? Voilà. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Dans vos propositions, en tout cas, qui sont en ligne, il y en a une, c'est que les citoyens puissent saisir les chambres régionales des comptes. Oui, c'est ma préoccupation. Vous voyez, par exemple, vous dites la Cour de justice de la République, ça n'a pas bougé, c'est vrai, ça n'a pas bougé, c'est un scandale, mais ça concerne quelques cas très rares. Ce qui a bougé quand même, c'est finalement, après le scandale Cahuzac, tout le droit du conflit d'intérêts, c'est quand même des progrès considérables, et il faut voir ce que donne cette loi. Peut-être qu'elle aura des défaillances. Je trouve qu'elle est plutôt bonne. Et d'ailleurs, il y a déjà eu un certain nombre de dirigeants politiques qui ont été finalement attrapés dans les mailles du filet. Je serais un peu plus vigilant sur ce qui se passe sur les conflits d'intérêts dans la haute fonction publique, où là, on a quand même eu des scandales inadmissibles. Et en plus, des problèmes vraiment sérieux de conflits d'intérêts avec des conséquences. On peut parler du directeur du Trésor qui est parti dans un fonds chinois, etc. Alors là, dans la loi pas seulement. Il y en a beaucoup d'autres et qui passent totalement inaperçus. Lesquels, par exemple? Il y en a un certain nombre. Voilà, je ne vais pas moi-même donner des noms. Faites vos enquêtes et vous verrez. Et d'ailleurs, je crois que les informations sont assez connues. Donc ça, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. En revanche, la question qui est fondamentale, c'est 2 choses. C'est la protection de ceux qui dénoncent. C'est ce que nous appelons les lanceurs d'alerte. Qui ne sont pas très bien protégés dans le droit interne français. On parle du Luxembourg, de Wikileaks et de ceux qui ont fait ce travail, qui étaient des auditeurs chez Pricewaterhouse. LuxLeaks, pardon. Oui, LuxLeaks, excusez-moi, c'est un lapsus. Et qui, eux, ont été condamnés, un a été relaxé, mais il y a eu un appel de la part du parquet luxembourgeois qui est en discussion, je crois, aujourd'hui, devant les juridictions luxembourgeoises. Pour moi, les lanceurs d'alerte dans notre pays ne sont pas protégés suffisamment. Un petit peu en droit du travail, mais franchement, dans la société, ils ne le sont pas. Donc il faut créer un statut du lanceur d'alerte, et y compris sur le plan international. Je serais favorable à ce que nous, s'agissant de la lutte contre la criminalité organisée et
la fraude fiscale, qui, elle, est forcément mondiale, et que, par exemple, des personnes importantes comme Hervé Falciani, que j'ai rencontré, que j'avais moi-même auditionné quand j'étais député, puissent être protégées immédiatement et nous permettre d'exploiter les informations à l'encontre des paradis fiscaux qui, aujourd'hui, minent en quelque sorte la cohésion sociale dans nos pays lorsqu'on est obligé de demander des efforts fiscaux à la population et que un grand nombre, soit de personnes physiques, mais surtout de personnes morales, violent allègrement les règles fiscales. Dernière question, et l'argent public local, c'est-à-dire ce que j'appelle les budgets locaux, où là, c'est la question du gaspillage, de l'utilisation de l'argent à des fins qui ne sont pas à proprement parler illégales, mais qui sont contestables. Le travail des chambres régionales des comptes, par exemple, est insuffisant. Donc la protection des lanceurs d'alerte, plus de place pour le citoyen. Et la possibilité de saisir les juridictions financières. Mais il faut derrière, est-ce qu'il ne faut pas plus de policiers spécialisés, plus de magistrats spécialisés, plus de douaniers, d'inspecteurs des impôts? Ça, vous n'en parlez pas. Est-ce qu'il faut plus de fonctionnaires chargés de... Il faut surtout reconstruire une bonne police judiciaire qui, aujourd'hui, a été affaiblie en raison du transfert de beaucoup d'effectifs vers la police du renseignement. Donc, il s'agit, en vérité, de permettre les constatations des infractions par des officiers de police judiciaire. Et de ce point de vue, il y a eu des régressions. Et la lutte contre la corruption, elle est sous-dotée aujourd'hui. Voilà, que ce soit du côté des mais on a la chance d'avoir, policiers. ça c'est un progrès, un parquet financier national avec grâce à l'affaire Cahuzac, toujours. C'est un parquet financier qui a une force, qui a des moyens et qui a des résultats. Donc nous voyons que les choses évoluent sérieusement. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qu'on a appelé l'open data. Les informations financières dans les collectivités locales, pour l'essentiel de l'activité des politiques publiques de l'État, doivent être disponibles automatiquement à la disposition des citoyens. Pour que les citoyens puissent s'en saisir. Voilà. J'avais moi-même mis en œuvre, vous voyez, je ne s'en ai pas vanté, mais l'open data en Saône-et-Loire, dans mon propre département. J'avais créé un jury citoyen pour offrir la possibilité aux jurys de contrôler certains engagements de l'exécutif que je présidais. Aujourd'hui, les citoyens veulent entrer dans le champ de la politique et s'en emparer. Donc moi, c'est plutôt cette nouvelle frontière-là qui m'intéresse. Même si, moi, je trouve que le parquet indépendant, vous dites le parquet, il est aujourd'hui indépendant, il ne reçoit pas d'instruction. Est-ce qu'il est indépendant pour autant? C'est pas parce qu'il reçoit des instructions dans les dossiers individuels. Non, il ne reçoit pas d'instruction il reçoit pas d'instruction du gouvernement. Enfin, est-il indépendant? C'est une question qu'il faut se poser. Bon, donc, indépendant de quoi? Les autorités indépendantes, l'autorité des marchés financiers, est-ce qu'elle est indépendante? Elle est indépendante du gouvernement, ça on le sait. Oui, ça, malheureusement. Mais elle n'est pas indépendante des marchés. Donc il faut changer son statut? C'est une proposition. Je suis favorable, par exemple, à la fin des autorités indépendantes en matière économique et au renforcement des autorités indépendantes en matière de liberté publique. Voilà. L'autorité de la concurrence, l'ARCEP, il y en a toute une tripotée d'ailleurs totalement inutiles qui sont un peu trop des fromages. Mais je dois vous dire que là, il y a un gros travail à faire sur la reprise en main de la politique sur l'économie. Oui, ça c'est très important. Sur la sous-datation de la police judiciaire, pour terminer sur ce sujet, une illustration concrète sur Mediapart, que ceux qui nous découvrent peuvent trouver, c'est cette enquête qui montre qu'un commando de tueurs dans l'affaire de la mafia du CO2 sévit de manière impunément depuis 2010. On en est à 6 cadavres. Ça défouraille tranquillement et la PJ n'y arrive pas. C'est la plus grosse fraude dont ait jamais été victime les finances publiques. Merci Mathilde.